Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Comment expliquer le succès des économistes français aux États-Unis? Gabriel Zucman, l'homme qui murmure à l'oreille des démocrates américains, fait partie de cette Dream Team, cette équipe de rêve. Bonsoir Gabriel Zucman, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur avec Emmanuel Saez du livre Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale, démocratie, édition du Seuil. Avec nous également en direct de Toulouse dans le sud de la France. Christian Gaulier, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Toulouse School of Economics qui a été fondé par Jean Tirole avec vous-même. Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2014. On va vous entendre dans un instant. Alors Gabriel Zucman, comment expliquer donc l'incroyable succès des économistes français aux États-Unis? Il y a vous, il y a Thomas Piketty, il y a aussi Duflo, Saez, Philippon, Blanchard. Je dirais qu'une des spécificités de ces économistes, c'est qu'ils n'hésitent pas à écrire des livres d'un peu d'intervention dans le débat public, alors que beaucoup d'universitaires américains se contentent de parler à leurs pairs et restent un peu dans leur tour d'ivoire. Nous, la tradition intellectuelle française nous encourage un peu plus, une fois qu'on a trouvé des choses et des résultats qui méritent d'être disséminés dans le débat public, nous encourage à écrire des livres et à essayer d'atteindre une audience un peu plus importante qu'une audience strictement académique. Technique et académique, mais de coller au plus près de la réalité de contribuer, des peuples dont on parle. De contribuer à un débat public et démocratique sur les politiques publiques, sur comment améliorer la fiscalité, par exemple, comme dans notre livre Le triomphe de l'injustice, en s'adressant directement aux électeurs, aux citoyens, aux partis politiques, aux ONG, etc. Alors on va vous poser la même question à Toulouse, Christian Gaulier. Tiens d'ailleurs, peut-on parler d'une école française d'économie ? Il y a certainement des éléments convergents entre les différentes institutions académiques françaises qui sont en pointe sur l'économie, et je pense en particulier à Paris School Economics, Sciences Po et Toulouse. C'est une vraie ouverture sur des développements importants récents qui ont fait notre spécialité. À Paris en particulier, des problématiques d'inégalité, à Toulouse des problématiques d'économie industrielle et de régulation des marchés financiers. Donc qu'est-ce qui a fait le succès ces 20 dernières années des économistes français? C'est d'abord des formations d'excellente qualité, en particulier dans les grandes écoles, écoles polytechniques, écoles normales supérieures. C'est d'ailleurs là que vous comptez les meilleurs spécialistes en économie qui ont émigré aux États-Unis. Ce qui est un peu curieux, c'est que la plupart d'entre eux aient quitté le sol français pour aller travailler aux États-Unis. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire vous regrettez que la parole ne soit pas du coup audible en France ? Les économistes qui sont restés en France ont une certaine visibilité, pas tous. C'est vrai c'est pas toujours facile d'être dans les médias, ça demande un vrai effort. En plus du temps qu'on consacre à la recherche, essayer de se faire un réseau médiatique, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de constater que des universités sont pas très bien équipées en services de communication scientifique. Et vous d'ailleurs, le titre de votre livre, c'est The Economics of Risk and Time. C'est publié par MIT Press, le MIT, maison d'édition universitaire américaine affiliée au prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Gabriel Zucman, l'ex-représentante républicaine Nan Ewart, je vous vois déjà sourire, a écrit sur Twitter que vous étiez tous les deux fantaisistes, Emmanuel Saez et vous, fantaisistes socialistes. Et vous avez ajouté en lui répondant, vous avez oublié français, des fantaisistes socialistes français. Trêve de plaisanterie, c'est vrai que du coup votre voix elle est plus audible aux États-Unis qu'ici. Dommage, non? Oui, enfin surtout ce commentaire-là était un contresens, parce que ce qu'on essaie de faire nous avec Emmanuel Saez dans notre livre Le triomphe de l'injustice, c'est d'aider les Américains et le reste du monde à renouer avec la tradition proprement américaine de justice fiscale et de progressivité fiscale, parce qu'il faut le rappeler, des années 30 à la fin des années 70, le taux marginal d'imposition sur les plus hauts revenus aux États-Unis était en moyenne de près de 80%. De même pour c'était pas un État socialiste. De même pour les plus hautes successions. Et dans les décennies d'après-guerre, y compris sous Eisenhower, président républicain, qui n'était pas un communiste, le taux marginal supérieur était de 93%. Ça n'a jamais existé en France, ça n'a jamais existé dans aucun autre pays d'Europe continentale. C'est une histoire proprement américaine, et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de tirer les leçons. C'est quand même la moitié du XXe siècle pendant lesquelles
les États-Unis ont appliqué cette politique fiscale, d'en tirer les leçons et essayer de comprendre comment on peut renouer avec cette tradition, la moderniser pour le XXIe siècle. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis en ont fini avec ça. Alors la bascule, c'est évidemment l'élection de Ronald Reagan et la révolution conservatrice dans les années 80. Quand Ronald Reagan rentre à la Maison-Blanche en 1981, le taux marginal supérieur d'imposition est de 70%. En 86, il le ramène à 28%. Alors, bon, il y a évidemment derrière ça un changement idéologique, mais il y a aussi un certain défaitisme, un fatalisme qui avait triomphé aux États-Unis à cette époque et qui a triomphé et qui triomphe ces temps-ci en Europe. L'idée que finalement on ne peut plus taxer les grandes fortunes, les sociétés multinationales, les hauts revenus, et qu'il n'y a pas d'autre solution que de baisser leurs taux et d'arrêter certaines niches fiscales pour compenser le manque à gagner. Donc nous, on a écrit ce livre, Le triomphe de l'injustice, pour expliquer pourquoi, non, il y a d'autres solutions, et même dans un monde globalisé, on peut continuer à taxer les hauts patrimoines, les grandes sociétés multinationales, s'il y a une demande populaire et démocratique pour de la justice fiscale. Christian Gaulier, Gabriel Zucman en plateau, et il répondra juste après vous, compare, en tout cas il dit que l'ère Ronald Reagan résonne avec la politique actuelle, politique économique d'Emmanuel Macron en France. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Bon, écoutez, c'est sûr que la France et les États-Unis sont difficilement comparables d'un point de vue de la gestion de la réduction des inégalités. En France, on a un des pays quand même qui est le plus redistributif. La différence entre les inégalités avant redistribution et les inégalités après redistribution est une des plus importantes. Donc, quand même, par rapport aux États-Unis, on est dans des planètes un peu différentes. Bon, vous nous dites en gros que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Gabriel Zucman. Pourquoi vous comparez le président ? J'ai pas entendu la réponse de Christian Gaulier, mais donc peut-être que je vais répéter certains éléments. Il dit que la France reste l'État le plus redistributif, enfin l'un des États les plus redistributifs au monde, et que on ne peut pas comparer. Il y a beaucoup de différences entre la France et les États-Unis. Le taux de prélèvement obligatoire aux États-Unis, c'est 28% du revenu national. En France, c'est 50% du revenu national. Dans les deux cas, il y a quand même un problème de régressivité de l'impôt, c'est-à-dire qu'à la fois aux États-Unis et en France, les classes moyennes et les classes populaires payent, dans le cas des États-Unis, 28%, dans le cas de la France, 50%, et ces taux baissent, sont plus faibles au sommet de la distribution, donc les très riches ont des taux d'imposition plus faibles que les classes moyennes et populaires. Il y a un problème de justice fiscale qui se pose en fait encore plus dans le cas d'un pays comme la France, où les impôts sont plus élevés qu'aux États-Unis. Simplement, les comparaisons entre Reagan et Macron, évidemment, ont leurs limites, mais disons, au début du quinquennat Macron, les mesures fiscales qui ont été prises et la justification qui a pu être donnée avec un peu cette idée des premiers de cordée qui rappelait la théorie du ruissellement réganienne et le défaitisme, le pessimisme, la France ne peut pas être le seul pays au sein de l'Union européenne à taxer les hautes fortunes, les grands patrimoines. Tout ça, ça rappelait un peu les débats fiscaux en fait, des années 80. Il y a beaucoup de différences, en particulier à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Il y a des inflexions et d'autres mesures qui ont été prises. Alors j'aimerais qu'on parle pour l'instant du très bon départ de Bernie Sanders dans la primaire démocrate. Christian Gaulier, que vous inspire ce très bon démarrage du candidat de l'aile gauche du Parti démocrate ? Écoutez, c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, il est quand même traité par un certain nombre de gens à droite comme le danger communiste qui menace les États-Unis, ce qui est évidemment complètement absurde vu d'un regard français ou européen. L'idée d'instaurer une sécurité sociale pour tous, mais c'est pas du tout communiste, bien sûr. Donc c'est intéressant. Maintenant, est-ce que le point le plus important, c'est de savoir si il faut quelqu'un de centre-gauche pour battre ou de plus à gauche pour battre Donald Trump, c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. C'est vrai que je pense que les démocrates, beaucoup de démocrates sont très inquiets sur le risque que Sanders arrive sorti des primaires à confronter à Trump et que Trump fédère une partie du centre avec le reste des républicains contre Sanders. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Je ne suis pas capable de l'évaluer de façon détaillée. Gabriel Zucman, comment s'est passée la rencontre avec Bernie Sanders ? Vous le conseillez vraiment ? En fait, ça fait plusieurs années déjà, lors de la primaire de l'élection présidentielle précédente en 2016, qu'on était en contact avec ses équipes pour réfléchir en particulier aux questions fiscales, budgétaires. Vous savez, aux États-Unis, il
il y a une forte demande pour davantage de justice économique. Beaucoup d'Américains en ont assez de l'explosion des inégalités et de la dérive quasi-oligarchique qui a amené Donald Trump au pouvoir. Mais en même temps, ils l'ont élu, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il avait même dit, Donald Trump, il s'était en fait félicité de ne pas accorder d'importance à l'impôt. Oui, en fait. mais ils l'ont élu, il faut bien rappeler comment. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des électeurs américains qui s'abstiennent. D'accord, avec un taux d'abstention extrêmement élevé, en particulier chez les classes populaires. Ensuite, en nombre de voix, il n'en a pas fait plus. Par ailleurs, il a aussi perdu dans le vote populaire contre Hillary Clinton. Mais les taux de participation sont très élevés, sont très faibles, les taux d'abstention sont très élevés. Le pari de Bernie Sanders consiste à dire, en mettant la barre un peu à gauche, pour mobiliser les abstentionnistes, en particulier chez les classes populaires, chez les jeunes, chez les minorités. Alors certes, il va perdre des électeurs plus centristes, mais son pari, c'est que ça va être plus que compensé par cette mobilisation accrue. Alors, est-ce que c'est un pari qui va s'avérer gagnant là, en 2020, ou en 2024, ou en 2028 ? Personne ne sait, mais vu d'ici, c'est loin d'être absurde, et l'histoire nous dira la réponse. Alors, quel est le rapport entre fiscalité et démocratie ? J'aimerais vous entendre tous les deux sur ce point. Peut-être d'abord vous, Christian Gaulier. Est-ce que les inégalités en matière d'impôts sont dangereuses pour la démocratie, selon vous ? Ah mais certainement, hein, toutes les exemptions, on l'a bien vu sur les gilets jaunes. Moi, je suis spécialiste du problème de la taxation carbone. Le fait d'avoir exempté un certain nombre de professions de la taxe carbone a été une catastrophe, parce que les gilets jaunes ont pu dire, mais regardez, pourquoi moi je dois payer la taxe carbone à la station d'essence, alors que celui qui prend l'avion pour partir en vacances dans les Bahamas ne doit rien payer du tout. Et donc le sentiment d'inégalité, le sentiment d'injustice conduit à faire le lit des extrêmes. C'est une vraie catastrophe, et je pense que le danger de la démocratie, le danger pour la démocratie, il est notamment là. Les aspects d'inégalité, les aspects médiatiques sont centrales. Ouais. Gabriel Zucman, aux États-Unis, ça s'est avéré vrai, ce que vous dites, cette analyse ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électeurs américains qui ne se sentaient pas représentés par ni Donald Trump, ni la plateforme électorale de Bill Clinton ou Barack Obama ou Hillary Clinton, qui en fait n'avait pas proposé de rupture sur le plan fiscal avec ce que Ronald Reagan avait proposé dans les années 80. Et donc, il ne s'attaquait pas de façon ambitieuse aux problèmes d'injustice fiscale et à la montée spectaculaire des inégalités de revenus et des inégalités de fortune. C'est une des sources importante de l'abstentionnisme qui a fait effectivement, comme le dit très justement Christian Gaulier, le jeu des extrêmes, en l'occurrence aux États-Unis, qui a permis la victoire de Donald Trump. Concrètement, que proposez-vous justement pour rééquilibrer les choses aux États-Unis, mais pas seulement ? Vous accordez beaucoup d'importance, vous, aux chiffres pour prouver vos théories, entre guillemets, mais que préconisez-vous ? On propose de réinventer l'impôt pour réconcilier, pour le dire simplement, la mondialisation et la justice fiscale. C'est-à-dire, par exemple, les grandes sociétés multinationales aujourd'hui payent peu d'impôts. Ce qu'on explique, c'est qu'on peut collecter le déficit fiscal, c'est-à-dire la différence entre ce que les multinationales devraient payer si elles étaient imposées dans chaque pays. Il faut un rapport de force, parce que si elles peuvent dire très bien, nous on s'en va. D'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est son argumentaire, c'est de dire, au fond, elle partirait. Nous, on explique bien dans le livre que je vous incite vraiment à consulter, Le triomphe de l'injustice, sur comment des États peuvent prendre des mesures unilatérales. L'idéal, évidemment, c'est le multilatéralisme, c'est les accords internationaux, mais pour y parvenir, nous, on explique comment des mesures unilatérales peuvent créer un engrenage, faire tache d'huile. Donc, paradoxalement, pour arriver à la coopération internationale, il faut que certains États y aillent de l'avant et disent on collecte le déficit fiscal des multinationales tout seul. Merci beaucoup Gabriel Zucman, et merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en direct de Toulouse, Christian Gaulier. Merci à tous les deux.